Salut à tous. Le pont de Kertch frappé. La Crimée devient-elle un piège pour l'armée russe? Je veux que vous regardiez une carte avant de regarder les images de l'explosion. Parce que la Crimée est une péninsule, et ce détail géographique, qui paraît presque banal, est en réalité l'un des éléments militaires les plus importants de toute cette guerre. Une péninsule est entourée d'eau sur 3 côtés. Elle possède un nombre limité de liaisons avec le continent. Cela peut en faire une forteresse naturelle, facile à défendre contre une attaque terrestre. Mais cela peut également devenir une faiblesse majeure lorsque les routes de ravitaillement sont coupées, endommagées ou placées sous la menace constante de l'adversaire. Depuis plusieurs années, la Russie traite le pont de Kertch comme la garantie que la Crimée ne pourra jamais être véritablement isolée. Cette structure d'environ 10 à 9 km relie la péninsule de Taman, dans la région russe de Krasnodar, à l'est de la Crimée. Elle comprend une liaison routière et une liaison ferroviaire. Elle transporte des civils, des marchandises, du carburant, des véhicules et surtout une partie importante du matériel nécessaire au fonctionnement des forces russes installées sur la péninsule. Pour Vladimir Poutine, ce pont n'a jamais été une simple infrastructure. C'était un message. La preuve visible que la Crimée annexée en 2014 était désormais reliée physiquement à la Russie. La preuve que cette intégration devait être considérée comme définitive. La preuve que le Kremlin pouvait transformer une décision politique contestée en une réalité faite de béton et d'acier. Mais aujourd'hui, selon le dossier que nous analysons, le pont aurait été frappé une nouvelle fois. Et cette fois, les dommages décrits seraient différents. Il ne s'agirait pas seulement d'une portion de chaussée endommagée. Il ne s'agirait pas seulement d'un incendie sur la voie ferroviaire. L'attaque aurait visé plusieurs éléments structurels, notamment des piles et des points de connexion supportant les charges les plus importantes. Le pont peut être encore debout, mais dans une guerre industrielle, la question n'est pas seulement de savoir si une structure apparaît encore sur les images satellites. La question est de savoir ce qu'elle peut encore transporter. Un pont peut rester visible, conserver ses arches et même laisser passer quelques voitures, tout en ayant perdu une grande partie de sa valeur militaire. Car il existe une différence fondamentale entre faire circuler quelques véhicules civils pour rassurer la population et faire passer chaque jour des trains chargés de carburant, de munitions, de blindés et de pièces détachées. Et c'est précisément là que cette attaque pourrait devenir beaucoup plus importante qu'une simple victoire symbolique ukrainienne. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord expliquer ce que représente réellement le pont de Kertch. La construction de l'ouvrage a été achevée après l'annexion de la Crimée. Selon les chiffres repris dans la source, le projet aurait coûté environ 228 milliards de roubles, soit près de 3,7 milliards de dollars au taux de change de l'époque. Vladimir Poutine avait personnellement participé à son inauguration. Il avait conduit un camion sur le pont devant les caméras de la télévision russe. La scène avait été soigneusement organisée pour transmettre un sentiment de maîtrise, de puissance et de permanence. Le message était simple, la Crimée n'était plus isolée, elle était désormais reliée à la Russie par l'une des plus grandes infrastructures jamais construites par le pays. Voilà pour le symbole. Regardons maintenant la réalité militaire. La Russie dispose en Crimée de plusieurs installations stratégiques majeures. Il y a la base navale de Sébastopol, historiquement associée à la flotte russe de la mer Noire. Il y a les installations de défense aérienne situées autour de Belbek. Il y a la base aérienne de Saki. Il y a également des garnisons terrestres, des centres de commandement, des dépôts de carburant, des entrepôts de munitions et différents sites utilisés pour soutenir les opérations russes dans les régions de Kherson, de Zaporia et en mer Noire. Selon les estimations citées dans le dossier, entre 25 000 et 35 000 militaires russes pourraient être stationnés de manière relativement permanente sur la péninsule. À certaines périodes de forte activité opérationnelle, notamment en 2022 et au début de 2023, le nombre de soldats présents ou transitant par la Crimée aurait pu être beaucoup plus élevé, mais un militaire n'existe pas seulement sur une carte. Chaque soldat a besoin de nourriture, d'eau, de médicaments, de vêtements, de matériel et de moyens de communication. Chaque véhicule blindé consomme du carburant. Chaque camion a besoin de pneus, de pièces mécaniques et d'entretien.
Chaque système de défense antiaérienne doit recevoir des missiles de remplacement. Chaque batterie d'artillerie dépend d'un flux régulier d'obus, de charges propulsives et de composants techniques. Chaque base aérienne a besoin de carburants spécialisés, de munitions, de pièces détachées et de personnel de maintenance. La Crimée possède naturellement ses propres infrastructures civiles et certaines capacités industrielles. Mais elle ne produit pas à elle seule, à l'échelle nécessaire, tout ce qui exige une force militaire engagée dans une guerre prolongée. Une grande partie de ces ressources doit donc arriver de l'extérieur. Et pendant des années, le pont de Kertch a constitué la route la plus rapide, la plus massive et la plus efficace pour les transporter depuis le territoire russe. La partie routière permet le passage de convois, de camions et de véhicules. Mais la partie ferroviaire est probablement encore plus importante. Dans la logistique militaire, le rail joue un rôle essentiel parce qu'un seul train peut déplacer ce qui nécessiterait des dizaines, voire des centaines de camions. Un train peut transporter des blindés, des citernes de carburant, des systèmes d'artillerie, des missiles et des centaines de tonnes de munitions. Selon le dossier, la voie ferroviaire du pont aurait transporté jusqu'à environ 13 millions de tonnes de fret par an avant que les attaques ukrainiennes précédentes ne commencent à réduire sa capacité. Même si ce chiffre doit être considéré comme une estimation, il permet de comprendre l'ordre de grandeur. Le pont de Kertch n'est donc pas seulement un passage pratique, c'est une artère. Et lorsqu'une artère fonctionne normalement, on remarque rarement son importance. C'est lorsqu'elle est bloquée que tout le système commence à souffrir. Bien sûr, la Russie possède d'autres options. La première est le ferry traversant le détroit de Kertch. Cette liaison existait avant la construction du pont et Moscou a cherché à augmenter sa capacité depuis le début de la guerre. Mais un ferry ne remplace pas facilement une liaison routière et ferroviaire fonctionnant 24 heures sur 24. Il faut charger les véhicules, organiser leur embarquement, traverser le détroit, décharger les marchandises et recommencer l'opération. La capacité dépend du nombre de navires disponibles, de l'état des ports, des conditions météorologiques et de la sécurité dans la zone. Les ferries peuvent également être surveillés ou attaqués. La deuxième solution est le corridor terrestre occupé par la Russie depuis 2022. Ce corridor relie la région de Rostov à la Crimée en passant par les territoires occupés du sud de l'Ukraine. Sur une carte, cette route peut donner l'impression que la Russie possède désormais une véritable alternative au pont. Mais cette route est plus longue. Elle traverse des régions beaucoup plus proches du front. Elle dépend de voies ferrées, de ponts secondaires, de gares, de carrefours, de dépôts et de colonnes de camions qui peuvent être détectés et frappés par l'Ukraine. La Russie ne se retrouve donc pas sans aucune route, mais elle risque de se retrouver avec des routes plus lentes, plus coûteuses, plus vulnérables et potentiellement incapables d'absorber le même volume. Voilà pourquoi la nature exacte des dommages subis par le pont est si importante. En octobre 2022, une explosion avait provoqué l'effondrement d'une partie du tablier routier et déclenché un incendie spectaculaire sur un train transportant du carburant. L'impact politique avait été immense. L'attaque avait montré que le pont n'était pas invulnérable. Pourtant, la Russie avait réparé les sections endommagées et progressivement rétabli la circulation. En juillet 2023, des drones navals ukrainiens avaient de nouveau frappé l'ouvrage et endommagé une partie de la liaison routière. Là encore, la circulation avait été interrompue ou fortement réduite. Mais là encore, la Russie avait réussi à effectuer des réparations. Ces opérations avaient été importantes. Elles n'avaient cependant pas provoqué une perte permanente de la capacité du pont, et c'est précisément ce que l'Ukraine aurait cherché à changer. Selon le récit présenté dans le dossier, l'attaque récente aurait été conçue pour viser non seulement les voies de circulation, mais les éléments qui supportent leur poids. Il faut comprendre la différence. Une section de chaussée peut être remplacée. Des structures métalliques temporaires peuvent être installées. Un tronçon endommagé peut être reconstruit relativement rapidement si les piles principales restent intactes. Mais lorsqu'une fondation ou une colonne porteuse est fissurée au niveau de l'eau ou sous la surface, le problème devient beaucoup plus complexe.
Les ingénieurs doivent inspecter le béton, examiner les armatures métalliques, rechercher les déplacements et déterminer si la structure peut encore supporter des charges lourdes. Ils doivent parfois travailler depuis des barges ou des plateformes flottantes. Ils doivent stabiliser la pile avant de réparer la partie visible. Et tout cela doit être réalisé dans une zone que l'Ukraine peut potentiellement frapper de nouveau. D'après la source, l'attaque aurait été menée dans la nuit du 25 juillet 2026 à l'aide de plusieurs types d'armes intervenant simultanément. La première composante aurait été une vague de drones aériens ukrainiens de type Lyuty. Ces appareils auraient volé à basse altitude afin d'attirer l'attention des défenses russes protégeant le pont. La Russie a déployé dans cette zone plusieurs couches de défense. Des systèmes SQUA-300 peuvent surveiller et engager des menaces à plus longue portée. Des pensirs S1 assurent une protection rapprochée. Des systèmes Tor M2 peuvent combler certaines zones intermédiaires. La Russie utilise également des moyens de guerre électroniques, des radars, des barrières flottantes et des patrouilleurs rapides. L'objectif des drones aériens ukrainiens n'aurait donc pas nécessairement été de détruire directement le pont. Ils auraient servi à saturer les radars, obliger les opérateurs russes à suivre de nombreuses cibles et pousser les systèmes antiaériens à consommer des intercepteurs. Pendant que les défenses regardaient vers le ciel, une deuxième menace aurait approché à la surface de l'eau. Le dossier affirme que plusieurs drones navals Magourav 5 se seraient dirigés vers les fondations du pont. Ces drones ne se seraient pas contentés de viser la chaussée. Ils auraient tenté de frapper les piles au niveau de la ligne d'eau, là où une explosion peut affecter directement la structure porteuse. Selon les informations citées, 3 colonnes auraient été touchées, dont 2 sur l'approche orientale. Des images satellites commerciales montreraient des traces de fracturation sur certaines parties du béton. Il faut toutefois rester prudent. Une image satellite peut montrer une zone endommagée, une fissure visible ou une modification de surface. Elle ne permet pas toujours de connaître précisément la résistance interne d'une pile de pont. Seule une inspection technique complète peut déterminer si la structure est réellement incapable de supporter des trains lourds. Mais si l'évaluation présentée dans le dossier est exacte, nous ne parlons plus seulement d'un problème de circulation. Nous parlons d'un problème de capacité portante. Une troisième composante aurait également été utilisée. 2 missiles Neptune modifiés pour l'attaque terrestre auraient frappé une zone de jonction de la voie ferroviaire sur l'approche orientale. Le dossier affirme qu'une connexion ferroviaire aurait été sectionnée, rendant momentanément impossible le passage des trains. L'intérêt militaire de cette attaque combinée se trouve dans sa coordination. Chaque système défensif russe peut être efficace contre un type de menace particulier. Les pensirs peuvent abattre des drones aériens. Les systèmes de guerre électronique peuvent brouiller certaines communications ou certains signaux de navigation. Les barrières flottantes peuvent ralentir des drones navals arrivant depuis une direction prévisible. Les patrouilleurs peuvent intercepter les menaces qui franchissent ces barrières. Mais la véritable difficulté consiste à faire fonctionner toutes ces couches comme un système unique. Lorsque plusieurs menaces arrivent presque simultanément depuis le ciel, la mer et une très basse altitude, les opérateurs doivent identifier ce qui est réel, ce qui sert de diversion et ce qui représente le danger principal. Le dossier affirme que l'Ukraine n'aurait pas vaincu les défenses russes en utilisant davantage de puissance. Elle les aurait obligés à regarder dans la mauvaise direction au mauvais moment. Une vague de drones relativement peu coûteux aurait attiré les défenses aériennes. Pendant ce temps, les drones navals auraient approché les fondations. Puis les missiles auraient ciblé une zone ferroviaire déjà placée sous pression. C'est une leçon importante qui dépasse largement le pont de Kertch. Une défense peut disposer d'excellents radars, de missiles modernes et de nombreux opérateurs. Mais si ces éléments ne partagent pas assez rapidement une image commune de la bataille, ils peuvent être saturés par une attaque multidirectionnelle. Et maintenant, nous arrivons au cœur du problème. Les tonnes, les trains, les délais. Selon les estimations reprises dans la source, les forces russes présentes en Crimée auraient besoin d'au moins 1500 tonnes de ravitaillement chaque jour pour maintenir leurs activités de base.
En période de forte activité militaire, ce besoin pourrait atteindre 3000 tonnes ou davantage. Ces chiffres ne sont pas des données officielles parfaitement vérifiables, mais ils permettent d'illustrer une réalité fondamentale. Une force militaire importante consomme chaque jour une quantité considérable de ressources. Le ferry de Kertch pourrait, selon les estimations citées, transporter environ 700 à 900 tonnes par jour. Le corridor terrestre pourrait fournir entre 400 et 600 tonnes dans les conditions décrites. En additionnant ces deux routes, on obtient une capacité approximative comprise entre 1100 et 1500 tonnes par jour. Si ces chiffres sont exacts, cela signifie que les routes alternatives se situeraient à peine au niveau des besoins minimaux de la garnison russe. Elles seraient insuffisantes pour soutenir durablement un rythme d'opération beaucoup plus intense. Cela ne signifie pas que l'armée russe va manquer de nourriture demain matin. Cela ne signifie pas non plus que toutes les unités vont immédiatement cesser de combattre. La Russie possède probablement des stocks. Des dépôts peuvent contenir plusieurs jours, plusieurs semaines de carburant, de munitions et de pièces détachées. Mais lorsqu'un flux logistique diminue, les effets apparaissent progressivement. Le commandement doit commencer à choisir: faut-il utiliser le carburant disponible pour les véhicules de combat ou pour les camions de transport? Faut-il envoyer les munitions vers les unités engagées dans la région de Kherson ou conserver une réserve en Crimée? Faut-il maintenir le même rythme de sorties aériennes ou économiser le carburant et les pièces de rechange? Faut-il continuer les rotations normales ou prolonger la présence des unités déjà en place? Une armée peut survivre avec moins de ravitaillement, mais elle ne peut pas nécessairement combattre au même rythme. L'artillerie montre particulièrement bien ce problème. Un obus est lourd. À cela s'ajoutent les charges propulsives, les systèmes de mise à feu, les emballages, les pièces de remplacement et les véhicules chargés de distribuer les munitions aux batteries. Selon le dossier, plusieurs milliers d'obus tirés quotidiennement dans le sud pourraient représenter plus de 200 tonnes pour les projectiles seuls. Si ces munitions doivent être transportées par une route plus longue, le coût augmente immédiatement. Les convois utilisent davantage de carburant. Ils passent plus de temps sur la route. Ils sont exposés plus longtemps aux drones de reconnaissance. Ils doivent traverser davantage de carrefours et de gares. Ils ont besoin de plus de véhicules, de conducteurs et de moyens de protection. Un retard de quelques heures peut sembler insignifiant pour un civil. Pour une unité d'artillerie qui attend ses munitions, ce retard peut réduire le nombre de tirs disponibles au moment où l'adversaire attaque. La question n'est donc pas seulement de savoir si la Russie peut encore envoyer quelque chose en Crimée. La question est de savoir si elle peut envoyer suffisamment de matériel assez rapidement et de manière suffisamment régulière pour maintenir le même niveau d'activité. Et cette attaque ne peut pas être comprise séparément de la campagne ukrainienne menée depuis plusieurs années contre l'ensemble du système logistique russe autour de la Crimée. L'Ukraine ne cherche pas seulement à détruire un objet spectaculaire. Elle cherche à réduire progressivement les alternatives. Les drones navals ukrainiens ont détruit ou endommagé plusieurs bâtiments de la flotte russe de la mer Noire. La Russie a déplacé une partie de ses navires loin de Sébastopol. Cela ne signifie pas que toute la flotte russe a disparu, mais sa liberté d'action a été réduite et ses opérations sont devenues plus risquées. Des bases aériennes comme Saki et Belbek ont également été frappées à plusieurs reprises. Même lorsqu'une base n'est pas complètement détruite, les attaques répétées obligent la Russie à disperser ses appareils, construire des abris, déplacer ses stocks et déployer davantage de systèmes antiaériens. Les ports et les installations de ferry ont également été placés sous pression. Le corridor terrestre est régulièrement surveillé et attaqué. Plus la Russie doit concentrer de trafic sur cette route, plus les gares, les ponts et les dépôts deviennent importants et visibles. Voilà la logique. Vous ne frappez pas nécessairement le pont en premier, vous réduisez d'abord la capacité navale, vous frappez les ports. Vous perturbez les lignes ferroviaires, vous attaquez les dépôts, vous placez le corridor terrestre sous une pression constante. Puis, lorsque la Russie dépend davantage du pont, vous frappez le pont lui-même. Une usine produit une arme, un dépôt la conserve, un train la transporte, un pont lui permet d'atteindre sa destination. Frapper un seul élément ralentit la chaîne.
frappèrent plusieurs éléments presque simultanément, menacent le fonctionnement de la chaîne entière, mais il faut maintenant ralentir et éviter les conclusions trop rapides. Un pont compromis ne signifie pas que la Crimée va tomber demain. La Russie possède encore une importante capacité d'adaptation. Elle peut augmenter le nombre de ferries. Elle peut réquisitionner des navires civils. Elle peut réserver les capacités disponibles au transport militaire et limiter la circulation civile. Elle peut déplacer davantage de camions à travers le corridor terrestre. Elle peut rationner le carburant. Elle peut transférer certaines unités. Elle peut également tenter de construire des structures temporaires et de réparer rapidement les parties les plus accessibles. La Russie possède aussi une grande expérience du génie militaire. Ces équipes ont déjà démontré leur capacité à réparer le pont après les attaques de 2022 et de 2023. La véritable question sera donc de savoir si les fondations ont réellement subi les dommages profonds décrits par le dossier. Si les piles principales restent suffisamment solides, la Russie pourrait rétablir une activité partielle plus rapidement que prévu. Une voie routière pourrait être ouverte avant le rail, des limitations de poids pourraient être appliquées. Les autorités pourraient autoriser les voitures civiles tout en interdisant temporairement les convois lourds. Et Moscou utilisera probablement chaque réouverture, même limitée, comme une opération de communication. Les médias russes montreront des véhicules circulant sur le pont. Des responsables annonceront que les réparations progressent. Des images d'ouvriers, de grues et de convois seront diffusées pour donner l'impression que la situation est revenue à la normale. Mais là encore, il faudra regarder au-delà des images. Voir une voiture traverser le pont ne prouve pas qu'un train chargé de citernes peut faire la même chose. La mesure réelle de l'efficacité du pont sera son débit. Combien de trains peuvent passer chaque jour? Quel poids peuvent-ils transporter? Les convois militaires sont-ils autorisés? Les wagons de carburant peuvent-ils circuler normalement? Combien de temps faut-il entre deux passages? C'est dans ces détails que se trouvera la véritable réponse. Il ne faut pas non plus confondre isolement logistique et conquête militaire. Même si les forces russes reçoivent moins de ravitaillement, reprendre la Crimée nécessiterait une campagne beaucoup plus vaste. L'Ukraine devrait continuer à neutraliser les défenses aériennes, attaquer les bases, couper le corridor terrestre, réduire les batteries côtières et disposer des moyens nécessaires pour soutenir une opération prolongée. La péninsule reste fortement militarisée. La Russie peut encore y concentrer des forces. Elle peut également utiliser des missiles, des drones et des avions depuis d'autres régions. Le résultat immédiat de cette attaque ne serait donc pas nécessairement la libération de la Crimée. Il pourrait être plus subtil, une lente réduction de la liberté d'action russe, une augmentation du coût de chaque opération, une obligation de consacrer davantage de systèmes antiaériens à la protection du pont, une concentration plus importante des convois sur les routes alternatives, une diminution progressive des stocks, un ralentissement des rotations. Dans une guerre d'attrition, ces effets peuvent devenir aussi importants qu'une avancée spectaculaire sur la carte. Et il existe enfin une dimension politique que l'on ne peut pas ignorer. La Crimée occupe une place centrale dans le récit, construit par Vladimir Poutine depuis 2014. Le Kremlin ne présente pas son contrôle de la péninsule comme une situation temporaire. Il le présente comme un retour historique, une correction du passé et une décision irréversible. Le pont de Kertch était l'incarnation physique de cette idée. Il devait montrer que la Crimée était définitivement reliée à la Russie. Il devait transformer une annexion contestée en une réalité quotidienne. Des voitures traversaient le détroit, des trains apportaient des marchandises. Des touristes russes pouvaient rejoindre la péninsule par la route. Le pont donnait une forme concrète au mot permanence. Mais la même infrastructure peut aujourd'hui produire le message inverse. Si le pont est vulnérable, alors la Crimée dépend d'une liaison étroite et attaquable. Si cette liaison peut être endommagée à plusieurs reprises malgré les S-400, les pantsires, les brouilleurs et les barrières flottantes, alors la sécurité promise par Moscou n'est pas absolue. Poutine voulait transformer une décision politique en réalité de béton et d'acier.
L'Ukraine cherche à démontrer que le béton peut se fissurer et que l'acier ne supprime pas la géographie. Alors, que faut-il surveiller maintenant ? Premièrement, la reprise du trafic ferroviaire. C'est probablement l'indicateur le plus important. Si les trains lourds recommencent rapidement à circuler normalement, l'impact stratégique de l'attaque sera plus limité. Si le trafic ferroviaire reste interrompu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, cela confirmerait un problème beaucoup plus sérieux. Deuxièmement, il faudra observer les limitations de poids. La circulation de voitures civiles ne suffira pas à prouver que la capacité militaire a été restaurée. Troisièmement, il faudra regarder l'activité des ferries. Une augmentation brutale du nombre de rotations montrerait que la Russie cherche à compenser la perte de capacité du pont. Quatrièmement, il faudra surveiller le trafic sur le corridor terrestre, notamment autour de Mélitopol, de Berdiansk et des routes menant au nord de la Crimée. Une augmentation des convois et des trains sur cet axe pourrait indiquer que Moscou modifie son système logistique. Cinquièmement, il faudra observer les prochaines actions ukrainiennes. Si la logique décrite dans le dossier est correcte, l'Ukraine pourrait chercher à empêcher la Russie de stabiliser la situation en frappant de nouveau les ports, les voies alternatives, les dépôts ou les moyens de réparation. Rien de tout cela n'est certain. Mais c'est là que se jouera la suite. La Russie avait transformé la géographie de la Crimée en avantage. Une péninsule protégée par la mer, une base navale stratégique, des aérodromes fortifiés, une liaison directe avec le territoire russe. Mais lorsqu'une péninsule dépend de quelques routes essentielles, le même isolement géographique qui facilite sa défense peut également compliquer son ravitaillement. La forteresse peut devenir un piège, pas immédiatement, pas automatiquement, mais progressivement, à mesure que les routes se réduisent, que les délais augmentent et que chaque tonne devient plus difficile à transporter. Le pont de Kertch peut être encore debout. La Russie montrera probablement des ouvriers, des grues et des véhicules en mouvement. Elle affirmera que les réparations avancent et que la situation reste sous contrôle. Mais la véritable question ne sera pas de savoir si une voiture peut traverser. Elle sera de savoir si Moscou peut encore déplacer chaque jour les volumes de carburant, de munitions, de pièces et d'équipements nécessaires pour maintenir ses forces en Crimée et soutenir ses opérations dans le sud. L'Ukraine n'a peut-être pas détruit le pont, mais si les informations présentées dans le dossier sont confirmées, elle pourrait avoir attaqué quelque chose de plus important que son tablier. Elle pourrait avoir attaqué la certitude russe que la Crimée peut être approvisionnée, renforcée et défendue indéfiniment. Le pont devait prouver que la présence russe en Crimée était permanente. Aujourd'hui, chaque fissure dans sa structure rappelle qu'en temps de guerre, aucune permanence ne repose seulement sur du béton. Et maintenant, la question est la suivante. L'Ukraine vient-elle simplement de remporter une nouvelle victoire symbolique ou vient-elle de commencer à transformer la Crimée, autrefois présentée comme une forteresse imprenable, en un immense piège logistique pour l'armée russe ? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.